Merci Louise pour avoir si bien mis la table. Bonjour à tous. En fait, nos premiers travaux, bien évidemment, touchaient quand même, intégraient la question des gens qui s'absentaient et qui devaient effectuer un processus de retour au travail. Et dans les cas, les situations qu'on a rencontrées, il y en a qui avaient vécu une situation de harcèlement psychologique et on en tenait compte. Donc, quand on dit que le travail fait partie souvent du problème et fait aussi partie de la solution, eh bien, on l'intégrait, mais pas de façon systématique. Et nos expériences terrain et également l'avancement de la littérature sur le sujet fait en sorte qu'on s'est vraiment questionné et on s'est dit que ce serait important d'intégrer plus particulièrement la question du retour au travail à la suite d'une situation de harcèlement psychologique combinée, bien évidemment, avec une absence pour des problèmes de santé mentale. Donc, au niveau du harcèlement psychologique, il y a de plus en plus d'évidences scientifiques qui montrent qu'il y a des liens étroits entre le fait de vivre une situation de harcèlement psychologique, donc d'en être victime, et le fait de développer des problèmes de santé mentale. Par exemple, il y a plusieurs études qui ont démontré des liens avec la détresse psychologique, également avec la dépression. Certaines personnes victimes de harcèlement psychologique vont également développer un syndrome de stress post-traumatique et ça peut même aller jusqu'à développer des idées suicidaires. Une étude a aussi montré, ce qui est intéressant, c'est que les effets sur la santé du harcèlement psychologique vont se maintenir dans le temps. Donc, même après une période de 5 ans, plusieurs personnes continuent d'avoir des effets néfastes sur leur santé. Eh bien, on le devinera si le harcèlement psychologique est très lié aux problèmes de santé mentale, bien, il y a un lien aussi évident avec les absences pour raison de maladie. Selon Nielsen et al., qui ont fait une revue systématique et une méta-analyse, les personnes qui sont victimes de harcèlement psychologique au travail ont 58 % plus de risques de s'absenter pour maladie que les personnes qui ne sont pas victimes. Il y a également la question du retrait, le retrait du travail. Donc, le fait de vivre du harcèlement psychologique au travail va augmenter les risques de se retirer de son propre travail de façon permanente, donc de changer de travail, mais aussi du marché du travail. Et ces effets-là étaient visibles aussi sur une période de 5 ans. Donc, plus de 5 ans après l'épisode, les personnes n'étaient toujours pas revenues dans un travail comme tel. Les gens, même après, on voit beaucoup les méthodes de résolution à l'amiable sont très populaires. Donc, actuellement, on en entend beaucoup parler. C'est beaucoup la méthode de prévention que plusieurs organisations vont privilégier, qui peuvent être très, très positives dans certains cas. Mais il y a quand même une étude qui a montré que même après une première tentative de résolution de la situation de façon constructive, il y a plusieurs personnes victimes de harcèlement psychologique qui ont l'intention de quitter leur emploi et ils vont même tenter de convaincre d'autres victimes de faire la même chose. Donc, pourquoi le considérer plus particulièrement, le harcèlement psychologique, dans la question du retour au travail à la suite d'une absence de santé mentale? En fait, c'est que ça ajoute à la complexité du processus pour différents enjeux. Déjà, vivre une absence pour un problème de santé mentale, c'est une situation qui est complexe. C'est une situation où c'est très difficile émotivement. Mais en plus, lorsqu'on ajoute la situation de harcèlement psychologique au travail, il y a des enjeux juridiques qui viennent complexifier, bien évidemment, la situation, mais également des enjeux interpersonnels, relationnels, dont on va discuter un petit peu. Le processus de rétablissement et de retour au travail va être marqué par des inquiétudes, beaucoup d'anxiété, de peur de revenir dans la situation, peur de revenir auprès des collègues, mais aussi de la personne qui fait du harcèlement psychologique. Il y a différents cas de figure. La personne qui a vécu du harcèlement psychologique
peut, avant son départ ou même pendant son absence, avoir déposé une plainte. La plainte peut être faite à l'employeur directement, donc elle peut passer par la voie plus informelle de faire une plainte, le signifier à son employeur ou répondant à la direction des ressources humaines, ou encore elle peut y aller par voie plus formelle, par un grief avec son syndicat. Donc, les inquiétudes qui vont être vécues lorsque la personne est en absence, on l'a vu, hein, la majorité des personnes vont s'absenter lorsqu'elles vivent du harcèlement. Il va y avoir des inquiétudes par rapport à la suite du processus. Donc, est-ce qu'on va me demander de faire une médiation? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir enquête? Qu'est-ce qui va se passer dans cette enquête-là? Est-ce qu'il va y avoir un arbitrage, par exemple, lorsque j'ai fait un grief? Il va y avoir également des inquiétudes par rapport à la réaction des autres. Donc, comment va réagir la personne mise en cause? Est-ce que la situation va être pire qu'elle était avant? Comment vont réagir les collègues, l'employeur? Est-ce qu'il y a des risques par rapport à mon emploi également? Donc, les gens, lorsqu'ils sont en absence et qu'ils ont déposé une plainte pour harcèlement psychologique, vont également craindre de perdre leur emploi, vont craindre de retourner dans le même milieu ou encore vont craindre d'être changés d'emploi parce qu'on sait qu'il y a quand même plusieurs situations où les gens ont vécu une situation de harcèlement, ont déposé une plainte et la solution va être de déplacer la victime et de la changer d'équipe, de la changer dans la même organisation. Parfois, le retour va se faire, mais auprès d'une autre équipe et parfois même devoir apprendre un nouveau travail, ce qui n'est pas toujours la situation souhaitée par les personnes. Mais on a également des cas de personnes qui vont avoir vécu du harcèlement psychologique, qui vont s'absenter du travail, mais qui ne vont pas avoir dénoncé la situation avant de s'absenter. Dans ces situations-là, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans la tête de la personne. Émotivement, elle va se demander, elle va avoir peur de revenir dans la même situation, mais elle va également avoir peur de dénoncer et des conséquences qui sont liées à cette action-là. Donc, tout ça se déroule alors que la personne a une problématique de santé mentale également. Et on voit quand Louise disait le travail est tellement important dans la dynamique, dans la construction du problème de santé mentale. C'est un très bon exemple ici avec la question du harcèlement psychologique parce que pendant qu'elle est en absence, est-ce qu'elle est en train de se rétablir? Est-ce qu'elle est en train de reconstruire sa santé? Non, parce qu'on voit qu'ici, il y a toutes ces inquiétudes-là qui pèsent et qui nuisent au processus de rétablissement. Il y a une étude qui a porté, qui était très intéressante parce qu'il y a très peu d'études, à ma connaissance, qui se sont intéressées au retour au travail à la suite d'une situation de harcèlement psychologique. Cette étude a montré que chez des femmes qui avaient vécu du harcèlement psychologique au travail, la période de l'absence maladie était souvent nécessaire pour atténuer les conséquences du harcèlement psychologique sur la santé. Toutefois, le succès du rétablissement et du retour au travail va être mis en péril si les conditions de travail demeurent les mêmes. On disait les conditions de travail, lorsqu'on va parler des pratiques de gestion en place, les pratiques de collaboration entre collègues, les pratiques de soutien du supérieur immédiat, le niveau de charge de travail qu'on a, le niveau d'autonomie qu'on a dans notre travail, va faire en sorte qu'on peut développer des problèmes de santé mentale au travail, mais peut faire également en sorte qu'il va se développer une situation de harcèlement psychologique au travail. Donc, il y a des liens étroits aussi entre ces risques psychosociaux du travail qu'on appelle, donc ces pratiques organisationnelles et de gestion qui sont délétères à la santé, et le développement de situations de harcèlement psychologique au travail. Pourquoi c'est important pour nous de développer un guide et des outils pour le syndicat? Parce que selon certaines études, il y a vraiment des enjeux possibles dans le processus de traitement de situation des plaintes de harcèlement psychologique par les services de ressources humaines. Il y a une étude qui a porté sur les enjeux de neutralité des directions des ressources humaines. On sait que je vais parler pour la loi au Québec. Je sais que le Code du travail canadien a également changé récemment, mais au niveau de la loi sur les normes du travail,
l'employeur a une obligation de prévenir les situations de harcèlement psychologique et de les faire cesser lorsqu'une situation est portée à leur connaissance. Donc, ils ont souvent une personne à la direction des ressources humaines qui va être responsable, qui va être le répondant au niveau du harcèlement psychologique, qui va être le responsable de recevoir et de traiter les plaintes pour harcèlement psychologique. Par contre, il y a des enjeux de neutralité. Dans ces enjeux-là, il y a le conflit de rôle du répondant. Ce n'est pas rare que le répondant au niveau du harcèlement psychologique va également va occuper un rôle de conseiller en relation de travail, par exemple, et qui va conseiller le gestionnaire sur des mesures disciplinaires à mettre en place sur certains employés, ou encore pourrait faire du développement organisationnel et être responsable de développer des relations de coaching privilégiées avec les gestionnaires. Et cette même personne-là doit recevoir un employé qui veut, par exemple, porter une plainte à l'endroit de son gestionnaire, ce même gestionnaire avec qui le conseiller en ressources humaines a une relation privilégiée. Et donc, on comprend que l'enjeu de neutralité est quand même important. L'étude a démontré aussi qu'il y a un grand devoir et sentiment de loyauté des gens qui sont aux ressources humaines envers l'organisation et envers les gestionnaires là, par le fait même. Ils ont des liens étroits avec les gestionnaires et dans cette étude-là, on montrait que les gens des ressources humaines avaient davantage tendance à vouloir protéger les gestionnaires dans ces situations-là. Il y a également des enjeux d'équité lorsqu'on parle des absences pour santé mentale, donc problématiques de santé mentale liées avec un problème de harcèlement psychologique au travail. En fait, on va voir des gens aux ressources humaines qui vont questionner le diagnostic de santé mentale en raison de la situation qui est dénoncée, donc en raison de la situation de harcèlement. On va dire, ben, elle peut pas vraiment, c'est pas vraiment un diagnostic de santé mentale qu'elle a. Elle n'a pas vraiment une problématique de santé mentale. Elle vit de la colère par rapport à la situation qu'elle est en train de dénoncer. Mais l'inverse est aussi vrai. On va questionner la situation de harcèlement parce qu'on connaît le portrait médical, le diagnostic de santé mentale de la personne. Donc, cette personne-là a un problème de personnalité. Donc, c'est probablement ça. La situation de harcèlement, elle est remise en doute à cause de ça. Donc, tout ça fait en sorte que c'est très important que les acteurs syndicaux soient présents dans ces situations-là pour veiller à ce que, dans le fond, les obligations légales de l'employeur et les droits des travailleuses et des travailleurs soient respectés. Je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'il y a souvent des enquêtes qui peuvent être menées là, pour aller vérifier la validité, la véracité, s'il y a harcèlement ou non, finalement, dans la situation. Lorsqu'il n'y a pas grief, ou même parfois lorsqu'il y a grief, l'employeur peut soit embaucher un enquêteur, parfois ces enquêteurs vont être des avocats, mais ce n'est pas obligé. Il pourrait même faire lui-même sa propre enquête à l'intérieur de son organisation. Et on a entendu des cas où les gens sont en absence maladie pour une problématique de santé mentale et on va lui demander, on va déclencher un processus d'enquête, on va demander à cette personne-là de venir témoigner, de venir raconter son histoire alors qu'elle est, par exemple, en dépression, ce qui est vraiment une atteinte aux droits de la personne. Le syndicat est également un confident, confident au sens de accueillir, un acteur privilégié au sein de l'organisation pour accueillir, pour écouter la souffrance, les situations difficiles qui sont vécues, mais aussi pour faire le lien avec le travail. Les acteurs syndicaux entendent toutes sortes d'histoires. Ils sont témoins, ils sont conscients de ce qui se passe sur le milieu de travail. Ils entendent, par exemple, ils connaissent les conditions de travail des employés. Et lorsqu'une personne est en absence et vit une situation de harcèlement psychologique, ils peuvent, eux, faire le lien, quand on disait tout à l'heure avec Louise, faire le lien avec la prévention, bien, ils sont en mesure de faire ce lien-là parce qu'eux savent les conditions des autres également et faire en sorte que, oui, on va traiter le retour au travail de la personne qui revient, on va traiter la situation de harcèlement psychologique, mais on va aussi faire de la prévention pour les autres membres de cette équipe-là qui sont soumis aux mêmes conditions de travail. Et enfin, le syndicat est un conseiller
pour informer les personnes sur les avenues possibles. Donc, oui, il y a l'avenue du grief, mais il y a différentes avenues, il y a différentes solutions qui existent pour les aider à faire un choix éclairé dans le flot des émotions vécues, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a toutes sortes d'émotions qui sont en jeu. Il y a une fragilisation de l'état de santé mentale aussi de la personne et qui fait en sorte qu'on a besoin de gens qui connaissent les règles, qui connaissent les politiques, qui connaissent les lois pour bien les informer sur les enjeux et permettre à la personne de prendre la décision la plus éclairée dans sa situation. Donc, je laisse la parole à Émilie.